Bonjour à tous et bienvenue. Délivrez-nous est au théâtre ce soir à la Comédie de Picardie, où dans un instant nous retrouverons Ladislas Ciola, qui met ici en scène Le mariage de Figaro, deuxième volet de la trilogie dite espagnole de Beaumarchais. Cette comédie en 5 actes, écrite en 1778, tombe sous le coup de la censure. Sa première représentation officielle n'a lieu qu'en 1784. C'est un triomphe, mais Louis XVI est mécontent, il fait emprisonner Beaumarchais et doit bientôt le relâcher sous la pression de l'opinion publique. La pièce et sa préface sont publiées en 1785. Un an plus tard, Mozart en fait un opéra, Les Noces de Figaro. Ladislas Ciola, bonjour, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. On est tout près de l'avant-première de la pièce que vous mettez en scène ici, Le mariage de Figaro. Je vais vous demander d'abord si vous pourriez nous résumer l'intrigue en quelques mots. Ça, c'est pas facile ce que vous me demandez. En quelques mots, c'est pas facile. L'intrigue, elle est pas évidente. 5 actes. En fait, ce qui est pas évident, c'est que Le mariage de Figaro s'inscrit dans une trilogie écrite par Beaumarchais et que c'est la deuxième partie de cette trilogie. Donc, en fait, pour commencer à résumer l'intrigue, il faut commencer par parler du Barbier de Séville, qui est la première partie. Dans Le Barbier de Séville, que Beaumarchais a écrit en 1772, en fait, on rencontre un comte, le comte Almaviva, qui tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Rosine. Et cette jeune fille, en fait, il va tout faire pour l'épouser, pour la délivrer d'un vieux monsieur qui s'appelle Bartholo, qui souhaite l'épouser pour lui-même. Et en fait, grâce à son valet Figaro, il va délivrer cette jeune fille Rosine et l'épouser. Et le mariage de Figaro commence 3 ans après cette première intrigue, si vous voulez. Et en fait, le comte habite dans un château avec sa femme, Rosine, qui est devenue comtesse. Et on est le jour du mariage de Figaro. Figaro va se marier avec Suzanne, qui est la première camariste de la comtesse. Et en fait, le comte veut séduire Suzanne avant que le mariage ait lieu. C'est-à-dire qu'il veut voler sa femme à Figaro. Voilà. Le fameux droit du Seigneur. Exactement, parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'il y avait un droit de cuissage. En fait, le Seigneur avait le droit de passer dans le lit d'une servante avant qu'elle couche avec son mari. En fait. Alors l'intrigue de cette pièce a l'air assez légère comme ça, le ton de la pièce aussi, mais derrière cette légèreté, il y a quand même une satire sociale de l'époque qui est lancée par Beaumarchais. Dans son célèbre monologue, Figaro s'exclame « Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie. Qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. » On sent déjà souffler le vent de la Révolution. Ah oui, c'est une pièce qui est totalement révolutionnaire. Elle a été interdite pendant 6 ans. Beaumarchais a dû d'ailleurs beaucoup édulcorer la pièce en fait, pour que cette pièce puisse être jouée. Et en fait, c'est vraiment une sorte de... il prend une photo d'une époque, d'une société, et puis il appuie sur tout ce qui fait mal, c'est-à-dire qu'il appuie sur les inégalités. Et c'est une pièce qui, en permanence, dit qu'il faut que les inégalités cessent, les inégalités entre les grands et les petits, entre les hommes et les femmes. Et c'est une pièce très revendicative, comme ça. Et c'est ce qui m'a plu, moi, dans la pièce. Et moi qui suis dans une époque où la censure, a priori, n'existe plus, je peux me permettre de créer une version moins édulcorée que celle de Beaumarchais, qui lui, en fait, a dû choisir de placer sa pièce en Espagne. Là où dans la première écriture, il l'a placée en France. Il a dû, en fait, trouver toute une série de petits changements pour que la pièce puisse être jouée. Moi, j'ai la chance de pouvoir la créer aujourd'hui. Oui. De ne plus me poser ces questions-là. Oui, l'intrigue en Espagne, c'est un prétexte finalement à essayer de détourner la censure, qu'il a eu bien du mal à détourner d'ailleurs. Mais qu'il est arrivé à détourner. Qu'il est arrivé à détourner, effectivement, puisqu'il a été emprisonné lorsque la pièce a été représentée. Louis XVI a voulu le faire emprisonner, mais face à l'opinion, il a bien dû céder. Il a dû libérer Beaumarchais et de nouveau autoriser la représentation de la pièce. La pièce était très attendue parce que Le Barbier de Séville avait déjà été un énorme succès, sans doute le plus gros succès comique du siècle. Et les gens attendaient ce mariage de Figaro, attendaient la suite. Et le jour de la première représentation, en fait, les gens ont carrément ouvert les portes de la Comédie Française, qui à l'époque était à l'Odéon. Les gens attendaient depuis le matin, toute la journée, pour rentrer, pour voir la pièce, pour être les premiers à voir cette pièce. Et puis, dès le jour de la première, les répliques comme celles que vous venez de dire circulaient dans Paris. Et en effet, cette pièce a sans doute participé à faire souffler le vent de la Révolution en France. Voilà. Il y a aussi une satire de la justice dans cette pièce, avec un passage savoureux qui est le procès de Figaro, une parodie complète. Oui, et là aussi, Beaumarchais, il règle ses comptes parce qu'il a une vie où il y a beaucoup d'épisodes avec la justice, beaucoup d'épisodes avec les femmes aussi. Et en fait, à travers le juge Bridoison, il se moque d'un juge, en fait, le juge Gossman, en fait, que Beaumarchais a tenté de corrompre et qui en même temps a condamné Beaumarchais. Enfin, et c'est qu'à l'époque, la justice, c'était une non-justice, en fin de compte. Les juges achetaient leurs charges. Exactement, les juges achetaient leurs charges, et puis en fait, étaient juges un peu qui voulaient, qui avaient les moyens de devenir juge. Bien sûr. Et donc il y a une satire de ça.
Et là encore, Beaumarchais tente de lutter contre toutes les inégalités, ce qui est assez intéressant. Et notamment, alors la condition féminine qu'il évoque dans cette pièce, Marceline se livre à une tirade exaltée. Dans les rangs même plus élevés, les femmes n'obtiennent de vous qu'une considération dérisoire, leurrées de respects apparents dans une servitude réelle, traitées en mineures pour nos biens, punies en majeurs pour nos fautes. C'est résolument moderne de donner la parole à une femme pour défendre les femmes à cette époque-là. Ce qui est fou, en fait, c'est que si la Révolution a modifié en fait, les inégalités entre les grands et les petits, faut savoir que ni le Code Napoléon, ni les années futures changeront en fait ces choses-là. Et en ce sens, Beaumarchais, il est vraiment très précurseur sur la cause des femmes. Et à travers le personnage de Marceline, il donne la voix aux femmes en disant, voilà, nous en fait on n'a pas le droit de bosser partout, pourquoi est-ce que les hommes ont tous les postes, pourquoi tout ça? Et c'est qu'aujourd'hui, cette pièce, elle résonne de manière extraordinaire. Mais il y a plein de points, moi, plus je suis dessus. Vous avez par exemple un moment donné où, dans le fameux monologue Figaro, où par exemple Figaro parle des caricatures de Mahomet. Il se dit, voilà, moi j'écris une pièce sur Mahomet, et puis on me tombe dessus en me disant, moi je le fais pour m'amuser, et puis on me tombe dessus en me disant que j'insulte l'Inde, toute la Perse, tout le Moyen-Orient. Et évidemment, ça a une résonance aujourd'hui de l'affaire qu'il y a eu assez récemment. Il y a plein comme ça, enfin beaucoup dans la pièce de signes comme ça qui résonnent totalement avec notre époque. Ce qui explique aussi pourquoi j'ai voulu ne pas enfermer la pièce dans l'époque, mais faire une sorte de trait d'union, que cette pièce elle rejoigne aujourd'hui dans ma mise en scène. Soit abordée de façon moderne. Figaro donne une définition savoureuse de la politique à l'acte 3, feindre d'ignorer ce qu'on sait, de savoir tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr ce qu'on entend. C'est toujours d'actualité? Ah bah évidemment c'est toujours d'actualité. Je sais pas, je pense que... Moi, c'est bien franchement, dit. Beaumarchais, de toute façon, je le défends assez totalement, même si l'homme était plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, entre les idées qu'il exprimait et la vie qu'il menait, il y avait malgré tout une vraie différence. Ouais. Il a été anobli lui aussi. Il a été anobli, il rêvait de ressembler à cette aristocratie qu'il dénonçait. Il faut savoir qu'après la Révolution française, considéré comme auteur révolutionnaire, il est mis sur un piédestal, mais très vite, il se met à vivre comme cette aristocratie, à se faire construire une maison magnifique face à la Bastille, à dépenser son argent, à tomber dans la luxure, et il finira très mal, il manque d'être guillotiné. Et il faut savoir qu'il y a quand même un décalage entre sa propre vie et ses idées. Mais malgré tout, tout ce qu'il raconte dans la pièce, moi, oui, évidemment, à 100%, ce qu'il raconte sur la politique, je trouve ça aussi assez juste et joliment dit. Et joliment dit. Sa force, c'est aussi de ne pas schématiser les rapports sociaux. Par exemple, Suzanne est d'origine paysanne, mais quand même, elle est amie. Il y a un lien d'amitié avec la comtesse. Exactement, en fait. Alors après, si vous voulez, en effet, il y a un rapport valet-maître à travers le rapport comtesse-Suzanne qui est un rapport bon, en fait, un rapport assez juste. Mais malgré tout, en fait, pourquoi est-ce qu'il existe ce rapport? C'est parce que les deux luttent contre un tyran. Et qu'en fait, il y a une association de ces deux femmes. Oui, la comtesse s'associe à ses domestiques. Voilà, à ses domestiques pour lutter contre son mari. Voilà. Et c'est aussi la force de la pièce. Pourquoi est-ce que la force, elle est révolutionnaire? La pièce est révolutionnaire, là où, si vous voulez, les Faubourgs du Scapin, par exemple, ne l'est pas encore. C'est parce qu'en fait, dans la pièce, à chaque fois, on fait groupe, on fait masse pour lutter contre le pouvoir. Et en fait, c'est une pièce quasi syndicaliste. Figaro, c'est un meneur de peuple. Il fait rentrer au château les paysans, il fait rentrer en fait toutes les tranches de la société et ensemble, ils viennent réclamer quelque chose. Et la comtesse, toute classe confondue, parce que la comtesse s'associe en effet à sa camariste pour lutter contre le tyran, contre son mari. Voilà, il faut de la subtilité pour les comédiens, voilà, pour jouer comme ça entre leur position sociale et en même temps la relation qu'ils peuvent avoir avec leur maître. C'est sûr que c'est pas du tout facile à jouer. C'est une pièce complexe, avec une intrigue complexe. Et pour dénouer les fils de l'intrigue et la monter, c'est pas évident. Les comédiens, en fait, moi, sans me poser des questions auxquelles j'avais parfois du mal à répondre, tellement tout est enchevêtré, etc. Absolument. Mais je crois, alors maintenant qu'on en est nous au stade des filages, où on file tout, qu'en fait, que c'est dans cet enchevêtrement qu'est le plaisir du spectateur. Et dans en fait, le fait de passer, parce que c'est pas seulement une comédie, des fois on frise le drame, des fois on est dans la comédie musicale, des fois c'est vraiment une tranche de vie comme ça qui en 2h30 sur scène existe et qui explose comme un feu d'artifice. Voilà, et c'est très rythmé, l'intrigue est très riche. C'est un vrai défi pour le metteur en scène de garder ce rythme pour que ça marche, comme vous dites, en répétition. Oui, il faut trouver le bon rythme, à la fois pas pour que ça aille trop vite pour que les gens comprennent, en même temps trouver le bon rythme parce qu'on sait que tout ce qui est lié à la comédie, il faut ce rythme-là, il faut cette rapidité. C'est-à-dire qu'une scène de comédie lente, a priori, ça ne fait pas rire. Donc il faut arriver à trouver ça. Et c'est un équilibre pas facile à trouver et que je vais trouver ici tout au long des représentations parce que
il ne faut pas se penser qu'à la première, il existe ce rythme. Il existe au fur et à mesure, à force d'écouter aussi comment réagit le public, fonctions, voilà, des réactions. D'écouter les rires, etc. Bien sûr. Beaumarchais était un metteur en scène exigeant. Est-ce que vous êtes appuyé sur les nombreuses indications scéniques qu'il a pu laisser? Alors, certaines oui, certaines non. En fait, j'écoute assez peu les indications scéniques. C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de metteur en scène. Donc Beaumarchais, il en est fait un metteur en scène exigeant, puisqu'en fait, il écrit ses indications scéniques, parce que le metteur en scène n'existe pas encore. Donc il est obligé d'écrire beaucoup de choses. Il ne veut pas que sa pièce lui échappe, voilà. en fait. Hein. Et parce qu'il n'y a pas de regard extérieur aussi, si vous voulez. Moi, ça, quand je lis une pièce, souvent, les auteurs vont me détester s'ils m'entendent, mais je ne lis pas les indications scéniques. J'essaie simplement d'avoir les signes de la voix, de la parole. Après, évidemment, des indications scéniques importantes, il prend une enveloppe, des choses comme ça. Et pour le reste, j'essaie vraiment de me faire mon propre imaginaire, en fait, de la pièce. Beaucoup de répliques du mariage de Figaro sont passées à la postérité. On peut citer la devise du journal, Le Figaro, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, ou encore, en fait, d'amour, vois-tu, trop n'est même pas assez. C'est son sens de la formule aussi qui fait sa modernité. Oui, c'est ça, exactement. C'est qu'en fait, il a le sens de ramasser, en fait, en quelques mots, une pensée profonde, une pensée politique, et surtout à capter son époque, et en quelques répliques comme ça, à faire une photographie parfaite de l'époque. Alors Beaumarchais adorait la musique, qui est très présente dans cette pièce, comme dans les autres. D'ailleurs, il a créé un opéra. À la mise en scène, vous avez opté pour des intermèdes musicaux modernes. Est-ce que la comédie musicale est un genre qui vous attire? Oui, bien sûr, ça m'attire, et j'ai même un projet avec Julien Clerc. En ce moment, on essaie de travailler ensemble sur un projet de comédie musicale. Mais oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, qui me plaît. Et je travaille en fait depuis quelques années avec un compositeur, Frédéric Norel, à qui j'ai demandé de composer toute la musique du spectacle et dont des parties chantées comme Beaumarchais le voulait. C'est pas une originalité, si vous voulez, puisque c'est comme ça, c'est écrit en fait. Il a envie qu'il y ait des chansons dans son spectacle. Et moi, simplement, grâce à Frédéric, en fait, j'arrive à trouver une sorte d'unité, et qui en effet est contemporaine, parce que c'est ça qui m'intéresse. Effectivement. Vous autorisez le public à assister à certaines de vos répétitions, ce qui rend palpable le travail du metteur en scène et celui des comédiens aussi. Vous avez envie de désacraliser le théâtre, de le rendre plus accessible? Oui, surtout, pour moi, souvent, moi j'ai l'impression d'être un artisan, si vous voulez, dans mon métier. Et je pense être un artisan, je travaille un peu comme un serrurier ou comme un cordonnier, si vous voulez. Pour moi, c'est ça mon métier de metteur en scène. C'est-à-dire que je suis face à des acteurs, il faut modeler mon travail, essayer ça, et puis se dire, bah non, finalement ça marche pas, peut-être ça, etc. Et oui, je trouve qu'ouvrir mes répétitions au public, déjà ça me sert, parce que ça me permet d'avoir une première sensation de retour, de voir si les gens comprennent ou ne comprennent pas. Et c'est une utilité aussi pour moi. Ça me permet de ne pas créer un objet qui est trop loin du public. Et je crois que souvent, hélas, il y a des objets théâtraux comme ça, des objets qui s'éloignent du public. Alors, sans être, il ne faut pas pourtant être démagogique, mais en même temps, il faut être compris. Alors moi, ça me permet d'entretenir ce lien. Et puis, je crois que ça permet en effet aux gens de découvrir ce que c'est que notre métier, sans le rêver, sans le fantasmer. C'est-à-dire de voir exactement quel métier d'artisan c'est, en fait. La précision d'horloger, Beaumarchais voilà, était exactement. horloger. Voilà, il faut essayer d'avoir ça, oui. En fait, c'est toujours un équilibre à trouver, si vous voulez, entre la liberté et la contrainte. Pour moi, mon métier, il est là. C'est à la fois contraindre les acteurs à un cadre, à un décor, à des gestes, etc. Et en même temps, leur donner la liberté de s'exprimer, de s'amuser, de trouver leur place, en fait, là-dedans. Et c'est intéressant parce que cette pièce aussi, elle parle de ça, de la contrainte et de la liberté. Mais c'est pour ça que c'est une pièce qui parle bien du théâtre, je trouve. Oui, c'est bien. Parlez-nous du théâtre de l'Héliotrope. Oh, ça, c'est ma compagnie. Donc, elle existe depuis bien longtemps. Il y a dans le spectacle des gens avec qui je travaille depuis le lycée en amateur. Grégory, qui joue Basile, me suit depuis le lycée. Et en fait, c'est une compagnie que j'ai créée à l'issue de mes années lycée quand j'étais à Marseille. Et qui, en fait, depuis, continue à travailler. C'est une petite entreprise familiale, en fait, si vous voulez. J'ai ma maman qui bosse pour les costumes, j'ai mon beau-frère qui bosse mon ex-beau-frère qui bosse pour les décors. Et en fait, c'est une sorte de petit noyau qui s'est créé comme ça, au départ de manière totalement amateur et bénévole, et puis qui, au fur et à mesure, en fait, a grandi, et puis qui a fait qu'on arrive à créer des spectacles aujourd'hui. Mais c'est vieux maintenant, en fait. Est-ce que vous serez comédien à nouveau? Non. En fait, je le suis quand j'ai un comédien qui est malade ou quand je le suis en cas d'extrême urgence. Et Roger Planchon me disait qu'il fallait tout le temps revenir à la scène pour le comédien, etc. Donc, en cas d'extrême urgence, je le suis quand il le faut. Voilà, quand d'un coup j'ai un comédien malade, quelque chose comme ça, je prends le rôle comme ça. Mais en fait, je ne m'estime pas très bon comédien. Et je crois que c'est beaucoup plus ma place d'être à l'extérieur. Et c'est pas un plaisir de jouer pour vous?
Pas pour moi, non. Mais pour les acteurs, oui, ça l'est, c'est ce que je cherche avec eux. Mais pour moi, en fait, non, parce que je me sens pas à ma place, je me sens limité. Pendant que je joue, je suis en train de me dire, tiens, il n'est pas dans sa lumière, pourquoi le top musique, il est parti pas à tel moment. Votre vocation, voilà, exactement. Donc, en fait, ma vocation, elle me perturbe et j'arrive pas à me lâcher, en fait. Et puis, je sais pas, je pense que je m'aime peut-être pas assez complètement pour être comédien, pour avoir une bonne idée de son image, et c'est pas le cas forcément avec moi. Donc voilà, ne changez rien. Est-ce que vous pourriez envisager de créer La Mère coupable, le 3e volet des aventures de Figaro? J'y pense. La pièce est un peu moins bonne, c'est compliqué parce que pour le mariage, c'est vraiment la pièce la plus intéressante. Oui, c'est ça. Mais dans le même temps, un jour, monter la trilogie, monter les 3, comme j'ai déjà monté le Barbier, c'est une aventure qui me tenterait. Il faut que je prenne 3 mois de vacances avant. Il y a eu une version de Jean-Pierre Vincent qui était bien, mais ouais, ça mériterait de donner un petit coup de jeune. Ouais. On verra. Mais c'est hyper fatigant en fait, comme à monter Beaumarchais, parce qu'il était tellement dans une vie trépidante que ça se sent dans son spectacle. Oui, effectivement. Et ce spectacle lui ressemble en fait, c'est à toute bombe quoi. Donc du coup, c'est épuisant pour le metteur en scène, puis pour l'équipe, on est tous, avant de commencer, on est... Oui, vous êtes déjà fatigués. Ouais. Bon, et vos projets, à part Beaumarchais, et la comédie musicale? Il y en a pas mal en fait, parce que après mes prochains projets, ça sera la première pièce que j'ai écrite. J'ai écrit une pièce qui a prévu de faire monter au Théâtre Marigny à la rentrée prochaine, qui s'appelle « Je ne serai pas au rendez-vous ». Et puis après, il y a différents projets en ce moment. Il y a un texte irlandais contemporain que j'aime beaucoup. Je fais une lecture dans la semaine prochaine pour le Théâtre de la Madeleine à Paris. Et puis il y a différentes choses. En fait, des projets, moi j'en manque jamais. Parce qu'en fait, j'adore les textes en fait. Donc du coup, lire des textes et avoir envie de les monter. Vous avez une formation littéraire d'ailleurs? Oui, j'ai une formation littéraire au départ. Et du coup, après, il faut le temps, les moyens de production, voilà, pour arriver à monter tout ce qu'on a envie de monter. Mais non, des projets, ça va, il y a. Est-ce que la pièce que vous avez écrite viendra en province, à Amiens peut-être? Je sais pas. Elle va être créée à Paris, on verra bien, Oui, de toute façon, pour moi, Paris ou province, franchement, c'est pas... c'est exactement, je fais la même chose que je fais pas quand je suis en province. Évidemment, les œuvres, elles sont faites pour circuler. Donc voilà, oui, j'espère que ça vivra, si ça marche. Ça marche on va pas. se dire à bientôt alors. Merci beaucoup Ladislas Ciola, et puis beaucoup de succès au mariage de Figaro. Merci. On va pouvoir y aller. Lynn, Alban, Tenga, bravo! Intéressons-nous à présent aux éditions amiénoises La Licorne, qui soutiennent les acteurs locaux dans les domaines de l'insertion, de l'intégration ou de la politique de la ville. On regarde tout de suite notre reportage. Alors je suis d'abord issu du milieu de la psychosociologie, j'ai enseigné à l'université, puis ensuite je me suis retrouvé dans le milieu du travail parce que j'ai eu l'occasion de m'investir, parce que j'avais en même temps un parcours militant et que j'étais sollicité. J'ai travaillé alors sur les problématiques d'intégration des populations étrangères, et puis à un certain moment j'ai eu l'opportunité, avec des amis, de créer cette petite maison, La Licorne. Donc j'ai changé vraiment d'activité à ce moment-là. Et puis on est parti à l'aventure à quelques-uns, c'était au début des années 90. Au tout début de notre histoire, les thèmes c'était ceux de l'interculturel, c'était ceux de l'intégration des populations étrangères, ceux des difficultés à vivre, mais ceux aussi des projets, des montages d'actions. Et puis ensuite nos livres se sont très largement diversifiés sur des problématiques qui vont de l'illettrisme aux difficultés d'emploi par exemple dans les quartiers. Nous avons une démarche très spécifique auprès des auteurs. Nous travaillons déjà de façon généralement collective. Nos livres, très souvent, sont composés de 10, 20, 30 collaborations différentes. Nous voulons être éditeurs et en même temps être très proches de nos auteurs et des problématiques de travail sur le terrain. Donc il n'était pas question pour nous de nous investir directement dans la vente des ouvrages. Donc on a trouvé là un partenaire en l'Harmattan qui a un dispositif technique et qui est là pour ça, justement, pour vendre, pour diffuser les ouvrages auprès des lecteurs. L'édition traverse aujourd'hui des crises importantes, tout le monde a entendu parler du numérique. Ce sont des défis qui obligent à se poser un certain nombre de questions, mais pour nous, plus on peut diffuser la pensée contenue dans nos ouvrages, mieux c'est. Moi, je suis enseignant-chercheur, maître de conférence, plus exactement à l'Université de Picardie. Ces derniers temps, sur les immigrations en Picardie, nous avons pu
mettre en place un collectif en fait, de travail comprenant à la fois des universitaires, des enseignants de la région et des responsables associatifs et bien entendu la licorne. Dans cet ouvrage, il y a justement une importante étude démographique. Je pense qu'il faut commencer par ça parce qu'elle est complètement inédite. On n'a jamais pu produire des connaissances aussi précises sur les grands mouvements migratoires qu'a connu la région pendant 150 ans. On a des enquêtes d'historiens et aussi des témoignages d'acteurs locaux. L'une des caractéristiques de notre région, c'est qu'on a eu longtemps une mono-immigration, c'est-à-dire une grande majorité de Belges, dans un premier temps, puis une majorité de Polonais, avec un petit peu nettement moins des Italiens, et puis à la fin du XXe siècle, des Marocains et des Portugais. Le département de la Somme est un peu en retrait, si on le compare avec l'Aisne et l'Oise. L'Oise, évidemment, avec la vallée de l'Oise, l'industrialisation de la vallée de l'Oise a attiré beaucoup plus de migrants. L'Aisne, après la Première Guerre mondiale, pour les reconstructions, et la Somme, un peu moins. En tout cas, c'est une région qui s'est faite avec les immigrés, comme toutes les autres régions de France. Le livre sort au moment où il y a eu le fameux débat sur l'identité nationale. Bon, moi, je réponds toujours que je ne sais pas ce que ça veut dire, l'identité nationale, en tant que sociologue. C'est un terme, c'est-à-dire, c'est un terme qui a été lancé par les sciences sociales il y a très longtemps et qui maintenant pose beaucoup de problèmes parce qu'il a été hyper politisé, et instrumentalisé. À l'échelle régionale, on voit bien que les trois départements ont connu pendant 150 ans la venue de nombreux migrants. Ce qui ne veut pas dire que tous les migrants restent, parce qu'on dit toujours l'immigration, mais il faut savoir aussi que la majeure partie des immigrés souvent repartent. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui être picard ? C'est pas simple. On retombe sur la fameuse question de l'identité. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi des formes d'instrumentalisation. Elles ne sont pas forcément méchantes, mais il y a une construction de l'identité régionale aujourd'hui. Cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup à la Comédie de Picardie et à Ladislas Ciola pour leur accueil. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens pour un nouveau Délivrez-nous.